C'est votre hebdo de l'analyse de l'actualité, mesdames, messieurs. Bienvenue, bonsoir, bonjour. Ça dépend à l'heure à laquelle vous tombez sur cette émission. L'heure des questions, votre émission qui, avec un invité, essaye de décrypter, d'analyser, de prendre un peu de la hauteur sur l'actualité. Et je vous jure que l'actualité est abondée. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations. Mais en 40 minutes, nous allons faire les nécessaires pour essayer de traiter un peu toutes les questions d'actualité, questions aussi de vous informer. Comme vous le savez, je ne suis jamais seul pour faire cette émission parce que la logique, c'est inviter quelqu'un avec qui on va commenter cette émission ensemble. C'est le vôtre, Elie Mondonga, le présentateur éditorialiste, comme vous le savez. J'ai l'honneur encore une fois de recevoir celui que vous connaissez déjà parce qu'il est déjà passé par ici. Et c'était une très belle émission, vous avez réagi, vous avez dit que vous aviez aimé. Alors il nous avait promis de revenir, il est revenu. Il est cadre à l'UDPS, lui c'est maître Richard Pinda qu'on a déjà reçu ici. C'est toujours un plaisir quand il revient à la maison pour nous entretenir avec lui. On va échanger autour de l'actualité électorale, fin du processus électoral, mais il y a quelques zones qui n'ont pas été enrôlées. Est-ce que ça peut poser un problème pour la suite? Mais aussi, on va parler insécurité. Il y a beaucoup de sujets. Alors, bonsoir, maître. Bonsoir, merci de nous recevoir. Seulement, je voudrais une incise. Mon nom, c'est Mpinda, c'est pas Pinda. Ah, c'est Mpinda. En droit, le nom est une institution. Effectivement. Mpinda, c'est une autre personne. Pinda, c'est une autre personne. Voilà. Donc, merci de cette correction. Comment vous allez d'abord? Je veux bien en tant que communicateur membre de l'ICOR et aussi en tant que cadre de l'UDPS, en tant que politique, je veux bien. Et un peu affligé par cette perte énorme que nous avons connue à l'est de la République et particulièrement au sud Kivu. Effectivement. Nos nombreux compatriotes sont morts. Et cela nous afflige énormément. Nous sommes de cœur avec eux, nous partageons ces sentiments de tristesse. Nous sommes de cœur avec eux également. Et à Akwamout aussi, avec tout ce qui arrive. Effectivement, à Akwamout, l'insécurité à Akwamout commence vraiment à déranger parce que c'est non loin de Kinshasa. Mais non, là, c'est quoi que ce n'est pas un argument. On devrait s'en occuper depuis bien longtemps. On s'en occupe. Oui, la République s'en occupe. La République s'en occupe. Tout à fait. Vous en êtes sûr. Mais on vous accuse, on accuse la République aujourd'hui qu'à Kaélé, il y a eu de fausses communes. On a enterré les gens sans dignité. Il y a même un tweet d'une sénatrice, la sénatrice, bon, le nom m'a échappé, mais ça va revenir, qui demande à la République démocratique du Congo, au gouvernement précisément, d'enterrer ces gens-là avec un peu de dignité, parce que ce qu'a fait le gouvernement n'était pas responsable. Vous savez, lorsque une sénatrice tweet pour réagir, c'est de l'irresponsabilité pure et simple. Parce que en tant que sénateur ou député, vous avez des mécanismes d'exiger, je dis bien exiger du gouvernement des actions qui vont dans un sens comme dans un autre. Je pense qu'il devait, en principe, interpeller les ministres de l'Intérieur. De facto, on dit immédiatement, vous devez répondre dans un délai court pour régler telle question. Ne faisons pas de l'hypocrisie pendant que nous sommes à l'approche des élections pour donner l'impression que le gouvernement ne fait rien. Les gouvernements ou les actions du gouvernement sont contrôlées par le Parlement. Et qui compose le Parlement? D'une part, vous avez l'Assemblée nationale et puis le Sénat. Mais aujourd'hui, le Twitter, c'est un canal d'information. Il a exprimé une opinion, peut-être en tant que politique, libre. Lorsqu'on réagit sur Pourquoi Twitter... Pourquoi ce serait irresponsable de réagir sur Twitter? Réagit... Non, mais c'est une réaction qui ne va pas apporter des solutions. C'est une interpellation qui n'en est pas une. Pourquoi? Parce que lorsque je fais une interpellation sur Twitter, ce ne sont pas les institutions de la République que je vise dans la communication. Elle n'a pas prétendu à cela non plus. Pardon? Elle n'a pas prétendu faire la loi sur Twitter non plus. Ce n'est pas une institution. Tout à fait. J'ai dit ce n'est pas les institutions de la République qui sont ciblées. Oui. C'est l'opinion. On veut donner l'impression de ne pas partager cette peine-là. Et pourtant, en tant que sénateur... Elle en a droit. Pardon? Elle a le droit d'émettre une opinion. Je n'ai pas dit le contraire. J'ai dit qu'elle est en droit d'émettre une opinion. Vous avez conclu en disant qu'elle interpellait le gouvernement. Okay? Mais elle n'a pas interpellé le gouvernement sur Twitter parce que le mécanisme n'est pas prévu par la loi. Le mécanisme qui est prévu, elle en a. En tant que sénateur, elle peut faire le lobbying au sein du gouvernement, plutôt au sein du Parlement. On interpelle le gouvernement, le ministre, le Premier ministre même,
Et lui demander des comptes, tout simplement. Donc je pense que c'est une... nous avons... Vous savez, quand on parle de la démagogie en politique, c'est tout ça. Le gouvernement a déjà envoyé des émissaires. Excusez-moi, combien de temps ça fait maintenant depuis qu'il a fait ces tweets-là? Ça doit faire un jour ou deux. Un jour ou deux. Ça a apporté quelle solution? On lui posera peut-être la question si on a le Et pourtant, la meilleure des choses à faire en tant que député, c'est d'interpeller les ministres, même de se déplacer de là-bas jusqu'au gouvernement, ou plutôt au gouvernement, oui, contacter les ministres, le Premier ministre, pour demander des comptes. Ils en ont le moyen légal, les moyens légaux, j'allais dire, et ils ont beaucoup de mécanismes. D'ailleurs, il faut se le dire, ils ont une préséance sur le gouvernement. Le gouvernement, parce qu'ils font le contrôle. Donc on espère que la sénatrice voudra peut-être de notre invitation. Comment son nom? La sénatrice Mouyumba. Elle a réglé son problème avec son mari sur la place publique. Ah non, c'est une vie privée. Attention, vie privée. Voilà maintenant le problème. Non, je n'entre pas dans ça. N'entrons pas dans ces détails-là. Non, attention. Elle a déjà démenti sur un communiqué. On va vraiment pas... Elle a démenti sur son compte Twitter. Oui, je ne sais même pas si puisqu'elle m'a déjà bloqué. Donc, elle a démenti sur son compte Twitter. Voilà ce qu'il y a. Sous d'autres cieux, oui, la moralité d'un homme politique est à éviter dans la scène politique. Pourquoi? On dit, si je suis incapable de gérer mon foyer, comment est-ce que je serai à même de pouvoir gérer les hommes et femmes? Qu'est-ce qu'on en sait, nous? Qu'est-ce qu'on en sait si elle est incapable ou pas, maître? Qu'est-ce qu'on en sait? C'est une dépêche qui a été démentie par elle-même. Il n'y a pas eu... Laissez-moi répondre quand même. Laissez-moi répondre. Laissez-moi répondre. Quelques minutes, allez-y. Quelques minutes. Oui. Je ne suis pas dans sa situation. Vous avez refusé qu'on parle de sa vie privée. Moi, je voulais ressortir ceci. Quand on est en politique, on n'a pas de vie privée. Et on n'est pas censé non plus avoir des vies privées. Pourquoi? Parce qu'on est un homme public, on doit être un modèle. Pourquoi on dit excellence? Parce que vous vous êtes distingué des autres. Effectivement. Pourquoi on dit honorable? Parce que vous avez un comportement d'honorabilité. Quand on est démagogue, on donne une impression et pourtant on a une autre vie. C'est ce qu'il faut éviter. Vous voyez? C'est ainsi que nous devrions parler des vies privées des individus. Sous d'autres cieux, lorsque dans votre vie privée, on trouve une brèche ou une grief, vous démissionnez de la fonction publique. On espère que la sénatrice... J'ose croire aussi que, en tant que journaliste, elle a démenti. Vous avez été à la CNSS pour savoir si c'est ce qui est passé là. Nous avons reçu un autre son de cloche de personnes qui sont là-bas à la CNSS. Moi, personnellement, je n'ai pas mené cette enquête-là, mais je vérifierai. Vérifiez, prenez le temps. Je vérifierai, je prendrai le temps et on lui lancera une invitation, surtout pour la question de fausses communes, parce qu'on doit savoir si elle peut évidemment interpeller le gouvernement dans les institutions. Posez-lui la question de savoir quelle action a-t-elle posée, a-t-elle écrit. Demandez qu'on interpelle. Parce que, vous savez... En fait, au Congo, il faudra qu'on passe. On va aller la chercher pour lui poser toutes les questions. 40 minutes, hein. Oui, on a 40 minutes. Et si jamais elle est là, je vais prendre quelques questions de votre part. Il n'y a pas de souci. Je les poserai. Mais le 29 dernier, l'Union Sacrée a fait une sortie un peu à la Wenge, au stade de Martyrs. Ça veut dire qu'il y avait un plein. Tout le monde n'a parlé que du plein. Vous avez vu le plein? Si, il y avait un plein. Mais les autres disent que le plein est vide. Moi, je ne fais pas partie de... Moi, je dis ce que j'ai vu. Effectivement, je dis ce que j'ai vu. Le reste, c'est la responsabilité de ce qu'ils ont dit. Moi, j'ai vu un plein. Vous avez fait un plein. Mais tout l'événement est resté sur le plein. C'est comme ça que j'ai dit un peu à la Wenge. L'important, c'était quoi? C'est de démontrer qu'aujourd'hui, l'Union Sacrée a la capacité de remplir un stade de 80 000 personnes. Pas du tout. Parce que les discours, on n'en revient pas. Non. On ne sait même pas ce qui s'est dit au stade. Laissez-moi vous dire quoi. J'ai dit, l'objectif, ce n'est pas celui de faire un plein pour remplir un stade de 80 000 personnes dans une ville de 15 millions à peu près. De 15-20 millions d'habitants, pas du tout. Le message était que les gens qui adhèrent à la vision du président de la République lui accordent une légitimité de se présenter au deuxième mandat. C'est une forme de primaire que nous avions organisée à notre niveau. Primaire sans débat. Pardon? Primaire sans débat. Mais il est notre candidat unique. Vous avez un autre candidat de l'Union Sacrée? Est-ce que nous ne pouvons pas avoir un candidat unique? Est-ce que nous disons chez nous, c'est de le reconduire? Il n'y a pas lieu d'avoir un débat. Nous savons ce que veut. D'ailleurs, lorsque nous avons signé la charte de l'Union Sacrée,
lorsque nous nous sommes engagés à la charte de l'Union sacrée, nous vous avions dit ce que nous poursuivions, les objectifs, c'est-à-dire que les discours étaient déjà à la portée de tout le monde. C'est-à-dire que la vision était déjà à la portée de tout le monde. Ce qu'il fallait, c'est un acte pour accompagner ce que nous avions déjà dit. Voilà pourquoi nous avons convié nombreux de Congolais à nous rejoindre. Eh bien, ça a été une réussite. Aujourd'hui, l'Union sacrée, c'est Bahati. L'Union sacrée, c'est le FCC en gros. L'Union sacrée, c'est Lambert Mende qui a, à l'époque, l'UDPS l'accusait même des allures dictatoriales. On se rappelle des coupures d'Internet, on se rappelle même quelquefois de propos un peu à la limite de l'intolérable sur l'actuel chef de l'État. Vous vous en souvenez? Je m'en souviens. Aujourd'hui, l'Union sacrée, c'est devenu une blanchisserie. Ça veut dire qu'on a oublié les bilans de FCC qu'on ne voulait absolument pas partager. Et on s'associe aujourd'hui au nom d'un second mandat avec ceux qu'on a combattus hier. Est-ce que vous aspirez toujours cette confiance-là à la population qui a combattu à l'opposition avec vous, en s'unissant aujourd'hui avec nous devons faire la part des choses. Quelle est la part des choses? La part des choses, c'est de savoir distinguer la gestion de la chose publique et nos émotions. Ah, donc l'opposition, c'était de l'émotion? Je peux évoluer dans ma réflexion? Allez-y. Alors, nous devons faire cette part des choses. Pourquoi je le dis? Parce que vous avez évoqué Lambert Mende, vous avez dit aux allures dictatoriales, coupure d'électricité, coupure plutôt, j'allais dire, d'Internet et tout ce qui va avec. Tout ça, depuis que Tshisekedi est arrivé au pouvoir, combien de fois l'Internet a été interrompu? Non, mais on ne reproche pas Tshisekedi de ça. Non. Nous avons le FCC avec nous. En fait, certains du FCC avec nous. J'ai dit, combien de fois l'Internet a été interrompu? Je prends seulement de manière banale. L'Internet, combien de fois ça a été interrompu? Aucune fois. Oui. Vous n'en avez même pas mémoire parce que ça n'a pas existé. Pourquoi? Parce que nous avons une vision nouvelle qui va imprimer une nouvelle façon de faire. Ok? Voilà pourquoi, à l'époque, ils étaient ce qu'ils étaient. Et aujourd'hui, parce qu'ils veulent adhérer à une vision nouvelle pour le Congo. D'ailleurs, nous la résumons en disant, ils veulent être du bon côté de l'histoire, mais cela n'excuse pas que chacun de ceux qui ont des comptes à rendre le rendront certainement. Ces comptes à rendre là, c'est aussi la mémoire du peuple. Non, mais la mémoire du peuple qui leur a reproché de tout. Vous savez une chose. Et n'importe quoi. On a eu même des morts qu'on a mis sur le... Excusez-moi de le dire comme ça, mais qu'on a mis sur la responsabilité de ceux avec qui vous pactisez aujourd'hui. Comment vont-ils rendre ces comptes-là? Si je vous évoque Rossi Mukendi, par exemple, tous les martyrs de ces combats de l'UDPS, sont-ils vraiment contents aujourd'hui que vous gériez avec ceux que vous avez combattus? Ce n'est pas la mère Mende qui a tué Rossi Mukendi. Non, je parle de manière générale. Non, attention, je vous réponds. De manière générale. Laissez-moi vous répondre. Allez-y. Laissez-moi vous répondre. Ce n'est pas la mère Mende qui a tué Rossi Mukendi. Major Mami, je crois, ou Karim, oui, qui a été à la base de cette affaire-là. Il y a un procès, elle a été jugée. Ben, je parle de la mémoire populaire. Non, mais la mémoire populaire, vous savez, lorsque l'ordre public est troublé, la sanction vient pour corriger cet ordre public qui a été troublé. Nous devons faire la part des choses. Raison pour laquelle je disais que nous devons faire la part des choses entre les émotions et le fonctionnement des institutions. Hier, vous ne faisiez pas cette part des choses, maître. C'est ça le problème. On le faisait. Vous preniez ça dans un langage de communication. Apparemment, vous ne voulez pas me laisser répondre. Allez-y. Alors, je disais qu'il faut faire la part des choses. Pourquoi? Parce que l'Union sacrée n'est pas une institution publique ou une institution dotée des mécanismes de fonctionnement des institutions. Pas du tout. L'Union sacrée n'est pas le pouvoir judiciaire. Ça ne fait pas partie de l'ordre de pouvoir. L'Union sacrée est une plateforme politique, qui ne gère pas la République. Ce sont les individus qui viennent membres de l'Union sacrée qui vont pour gérer la République. Nous disons, pourquoi je le dis? Parce que nous devons faire la part des choses entre le fonctionnement de la justice et la plateforme politique qui est une affaire purement politique. Certes, vrai, les animateurs sont puisés de là pour éventuellement gérer la République. Et donc, lorsque nous arriverons à le faire, nous comprendrons que chacun répondra de ses actes, peu importe qu'il soit de l'Union sacrée ou pas du tout. D'ailleurs, nous avons parmi nous certains qui ont été condamnés, certains qui sont poursuivis, ainsi de suite. Chacun doit répondre de ses actes. Donc, je pense que parce que nous imprimons une nouvelle façon de faire, nous imprimons une nouvelle République qui est posée sur des principes de gestion
de la Res Publica, allez-y comprendre que nous sommes, ou que nous disons que celui qui veut le changement adhère et nous allons suivre à la loupe ce qu'il pose comme acte. Et si ces personnes ou cette personne dérapait, cette personne devra aussi... Venons-en à l'actualité électorale. Le processus électoral est fini. Non, continue. Non, pardon, qu'est-ce que j'ai raconté? Le processus d'enrôlement a été clôturé. À peu près 46 millions d'électeurs enrôlés sur 50 millions qu'on attendait. C'est une très grande réussite pour la technicité de la CENI. Mais il y a quand même un petit bémol, la CENI elle-même l'a relevé. Quand on a publié le calendrier électoral, la sécurité faisait partie des préalables qu'on demandait, qu'on exigeait au gouvernement. Et aujourd'hui, on en arrive à la fin d'un processus d'enrôlement sans quelques zones enrôlées. Les zones à sécurité difficile. Le Kivu, vers le Bandundu, ici comme on l'appelait à l'époque. Est-ce que cette absence d'enrôlement dans les zones sécuritaires peut-elle être un frein au processus électoral, à la suite des processus électoraux? Parce qu'il y a l'édite du fichier électoral, il y a la loi de répartition des sièges est déjà arrivée. Non, pas encore. Pas encore. Est-ce que le fait qu'on n'a pas enrôlé certains coins de la République au nom de la sécurité ne sera pas un frein pour le processus, la suite du processus? Je crois qu'il faut faire la part de choses. Puisque quand on dit enrôler certaines zones occupées par soit le mouvement rebelle et tout ce que vous voulez, ainsi de suite, tout ça, ce sont des zones qu'on n'enrôle pas du tout. On enrôle les individus, les personnes qui habitent dans ces zones, des Congolais qui y habitent. Et lorsque il y a eu des déplacements de population d'un coin à l'autre, comment on appelle ça, les équipes de la CENI sont allées sur place pour les enrôler. La question qui se poserait serait peut-être celle de savoir, tous ont été atteints? La CENI a dit non. C'est peut-être cette question-là qu'on pouvait se poser. C'est la CENI elle-même qui a déclaré qu'il y a des zones où les gens n'ont pas été enrôlés. Donc, voilà pourquoi j'ai dit, on n'enrôle pas la collectivité, on enrôle les occupants. Raison pour laquelle j'ai dit, premièrement, la réponse qui a été donnée, c'était que l'équipe de la CENI est allée vers les déplacés. Dans les cas, quand des déplacés, on les a enrôlés. Est-ce qu'on a atteint d'autres? Puisqu'il y a certaines autres personnes qui ont décidé de rester sur place, tout ça. Donc, je pense que ce sont de vrais problèmes qui existent, qui sont réels. Alors, je pense que la CENI, parce qu'un candidat qui ne s'enrôle pas et qu'au moment du vote, dès qu'il arrive sur le bureau de vote, il peut se faire enrôler. Donc, je pense que ce sont aussi des mécanismes que peut prendre en compte. Ou carrément... Donc, si la sécurité revenait dans ces zones-là, les gens peuvent s'enrôler au lendemain des élections, par exemple non, je pense qu'au moment du vote, ils peuvent justifier et éventuellement, je ne suis pas technicien de la CENI, je ne voudrais pas non plus parler de la CENI. N'est-ce pas les méthodes de préparation de hold-up et de la tricherie? Pas du tout. Dont l'opposition vous accuse aujourd'hui? Parce que vous avez suivi M. Olivier Kamitato, par exemple, qui dit que la fraude électorale qui va arriver demain est préparée depuis un bon moment. Voilà ce que je fais. Lorsque vous me parlez de l'enrôlement, de tout ce qui va avec, moi j'essaie de faire des propositions. Lorsque M. Kamitatou comment dire, s'exprime, a-t-il fait des propositions? Ils sont à l'opposition, ils ont le rôle de la critique également. Ils sont à l'opposition. Ils doivent faire des Hier, vous ne faisiez pas de propositions. Nous faisions des propositions. Ah bon? Nous faisions des propositions. Vous refusiez des sièges. Vous refusiez des sièges. Nous refusions des sièges. Où est-ce que vous faisiez ces propositions? Nous refusions des sièges. Et nous faisions des propositions. Pas dans les institutions, même en dehors, Tshisekedi faisait des propositions. Maintenant, par exemple, lorsque nous y arrivons, nous avons dit, écoutez, il faut se débarrasser de... Qu'est-ce que nous avons dit? Qu'ils nous disent la proposition, et que nous puissions rester... Ça, c'était pas une proposition, maître. C'était plutôt un punchline comme ça, parce qu'on sait que... Un opposant qui prend position, qui fait des propositions, vous dites que ce n'est pas de l'opposition. Oui, parce que quand il parle de la chèque qu'on devait ces gens-là... C'est un opposant qui parle. Laissez-moi le temps de m'exprimer, s'il vous plaît. Allez-y. Alors, j'ai dit... j'ai fait une proposition pour dire on pouvait éventuellement ouvrir une brèche lors de vote, comme on le fait avec les candidats qui ne s'étaient pas fait enrôler. Ils s'enrôlent et éventuellement
C'est-à-dire que ça peut être aussi une possibilité pour les populations qui vont justifier qu'ils habitent réellement dans ces zones-là et éventuellement faire en sorte que les choses évoluent d'une certaine manière. Mais s'ils sont à l'ordre des millions, admettez avec moi que ça va alourdir la machine. Non. Parce que si on prend les chiffres, il reste à peu près 4 millions d'individus. On y met le PPRD évidemment qui n'a pas participé. Allez-y. Lorsque vous allez voter, vous utilisez la même machine. Oui. Et si la même machine peut vous faire une carte, donc la question sera réglée. Donc je pense que c'est un faux problème. Okay. Je ne suis pas technicien de la CENI, expert en matière électorale, mais je pense et fait une proposition qui est une proposition potable. Ne me citez plus M. Katumbi, M. Kamitatou, qui est le porte-parole du vide. Il porte parole de quoi? Ou il porte quelle parole avec quel contenu? Parce qu'il est incapable de faire des offres politiques, pour en fait rendre crédible ça. Vous voulez dire qu'aujourd'hui l'opposition n'a pas un programme politique? Ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas. Mais ils ont été à Lubumbashi, ils se sont réunis. Ce sont des aventuriers. D'ailleurs, les 13 ici. Ce sont des aventuriers qui se sont retrouvés à Lubumbashi. Vous ne pouvez pas dire ça, mais. Je l'ai dit et je l'assume. C'est quand même des leaders des partis politiques. Je l'assume. Je vous prends. Vous avez géré avec M. Moïse Katumbi, vous ne les traitiez pas d'aventuriers politiques. Moi, je le traitais d'aventuriers politiques. Il vous a donné des députés. Pardon? Il a donné des députés à l'Union. Est-ce qu'il avait des députés lui-même, d'abord pour commencer? Non, quand j'ai dit de lui, je parle d'ensemble pour la République. Ensemble, le regroupement qui est en constitution. Ensemble pour la République n'a pas de député. Ni l'Union sacrée d'ailleurs. Attention. Ah bah oui, vous n'avez pas été inscrit sur la liste électorale de 2018. Quoi comme question? Je pose la question. Ensemble pour la République a été inscrit sur la liste électorale. Il n'a pas de député. Non. Ensemble pour la est devenu parti il n'y a pas longtemps. Oui. A été inscrit. Oui. Raison pour laquelle je vous dis, il a quitté avec son parti Ensemble pour la République, Ensemble pour le changement et encore à l'Union sacrée. L'Ensemble pour le changement est resté à l'Union sacrée. Exactement. Il n'y a que l'Ensemble pour la République qui a quitté en tant que... Ça, vous ne justifiez pas le débauchage de... Alors, qu'est-ce que vous entendez par débauchage? Ça veut dire le fait d'avoir l'Ensemble pour la... Vous aviez posé une question. Vous aviez posé une question intéressante. À force de m'interrompre comme ça, il n'y aura pas de réponse. Allez-y. Vous avez dit qu'ils se sont retrouvés dans les Katanga. Oui. Et moi, je les ai traités d'aventuriers politiques. Vous dites qu'il y a une marche qui est organisée les 13. Je pense qu'on devrait rester là pour démontrer en quoi ils sont aventuriers. Raison pour laquelle j'ai dit qu'ils n'ont pas d'offre politique à présenter. Allez-y, très rapidement. Ils vous disent, parmi les revendications, qu'il faut qu'il y ait un consensus autour de la Cour constitutionnelle. Il faut revoir les membres de la CENI. Du bureau. Il marche aussi pour le coût de la hausse de prix. Le coût social. Exact. La dépréciation de la monnaie et les conditions sécuritaires. Tout à fait, il y a tout ça. Mais je reste sur le 3 ici. Premier point, il parle du consensus autour de la Cour constitutionnelle. En leader politique, avec des offres politiques. Pourquoi on va réfléchir en déphasage de la Constitution? Parce que le mode de désignation des membres de la CENI est défini par la Constitution. S'ils veulent que nous puissions changer, c'est-à-dire que nous nous retrouvons autour d'un dialogue, nous changeons de constitution carrément. Pourquoi? Parce que le consensus n'est pas le mode de désignation des membres de la Cour constitutionnelle. La Constitution est claire, il est réparti, il dit 3 doivent venir de la présidence de la République, 3 du Parlement et 3 autres de la magistrature, de la haute cour, plutôt du Conseil supérieur de la magistrature. Oui. Ce sont là les modes qui est. Maintenant, s'ils veulent changer, il faut qu'on change la Constitution. Donc c'est anticonstitutionnel ce qu'ils proposent. C'est anticonstitutionnel cette proposition. Ils ne peuvent pas embarquer les Congolais dans ça. Ils ne peuvent pas embarquer les Congolais dans cette bêtise nauséabonde. Vous voyez ça? Raison pour laquelle j'ai dit que ce sont des aventuriers qui ne savent pas de quoi ils parlent. Je comprends. Leader politique de leur rang. Mais dites-moi le contraire. Mettez-moi dans un débat contradictoire avec Martin Fayulu, je le lui dirai. Avec Moïse Katumbi, je ne sais pas s'il sera même de pouvoir débattre avec moi. Pourquoi pas? Il n'a pas de capacité, ça il faut se le dire. Qu'est-ce que vous dites? Voilà, je sais de quoi je parle. Mettez-moi avec Délice Sanga, je ne crois pas qu'il soit même de pouvoir répondre contrairement à ça. Parce que je pense que Délice Sanga, en avocat,
il pouvait les aider pour dire que cette démarche était anticonstitutionnelle. Mais il ne le fait pas. Ou soit parce qu'ils l'en ignorent, ou parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, ou soit tout simplement parce qu'ils veulent, une fois de plus, distraire la population. Une démarche, vous voulez un consensus sur la désignation, ça doit être constitutionnel. Comment voulez-vous émettre une opinion sur une question qui est anticonstitutionnelle? Ça, c'est d'abord un. Deuxièmement, la question de la composition de la CENI. Le bureau. Le bureau de la CENI. Ils disent aucun représentant des partis politiques de l'opposition n'a des délégués au bureau. C'est faux. Mais c'est faux. Prenons le cas de Matanda, je crois, ou c'est qui Manara. Manara. Oui, Didier Manara. Didier Manara. Il était deuxième vice-président, je crois. Il était président du groupe parlementaire FCC Allié. C'est ça, n'est-ce pas? Il se désigne, s'auto-désigne. Donc, il s'est auto-désigné pour être... Il s'est envoyé à la CENI au nom de son groupe parlementaire. Quelque temps après, le FCC s'organise. Il les radie. OK? En des hommes normaux, qu'est-ce qu'on fait par de suite? Notifier à la CENI. On notifie à la CENI. Et on attaque l'acte l'ayant désigné devant le Conseil d'État. Ils ne vont pas nous dire qu'ils n'ont pas confiance à la CENI, et plutôt à la justice, parce qu'ils ont obtenu gain de cause contre Jean-Marc Abound au Conseil d'État. Vous voyez ça? Évidemment. Ils se réjouissent de la décision qui a été rendue par la Cour constitutionnelle, où ils prétendent qu'il y a eu la Cour s'est dédie. Vous voyez ça? Et donc, à ce niveau-là, ils sont dans la démagogie. Ils n'ont jamais attaqué l'acte ayant désigné M. Manara à la CENI. Puisque le problème, c'est à ce niveau-là. Donc, ils ne jouent pas franc jeu. Ils ne jouent pas franc jeu. D'un côté, ils n'attaquent pas. La CENI a l'acte qu'il a désigné. Et cet acte n'a jamais été contesté. OK? Ils disent, nous les radions, pour donner l'impression à la population que nous ne sommes pas d'accord avec eux. Mais pendant ce temps, ils ont un de leurs. À l'intérieur. À l'intérieur. Qui n'attaque pas, du tout. Officiellement. Pas du tout. Vous voyez ça? Et ils vous disent débauchage. Non, pas du tout. Il y fallait aller devant le cours des tribunaux et rendre cet acte-là nul. Vous savez, en politique, comment on fait? Tout discréditer Bango, pendant que nous, ces gars-là, ils nous est rédévables, on va traiter avec. Passons... Excusez-moi, s'il vous plaît. Allez-y, allez-y. Un autre élément important, il faut se le dire. Qui sont ceux qui étaient attendus au Katanga? Il y avait M. Moïse Katumbi, M. Matata Mponyo, M. Martin Fayoulou, le président d'Envol, et puis le docteur Mukwege, le grand absent d'ailleurs du rendez-vous, qui n'y est pas allé. Je vous prends le cas du docteur Mukwege. Vous savez... Qui lui n'est pas un leader des partis, hein. Il n'est pas il n'a pas un parti politique. Mais il est un pion de l'Occident. C'est un médecin prix Nobel de la paix. Ça, c'est encore une bourde. C'est une escroquerie faire de lui prix Nobel de la paix. Vous contestez le prix Nobel de la paix? Je conteste sa qualité de prix Nobel de la paix. Je l'apprécie en tant que médecin parce qu'il a fait un travail énorme. Un travail de qualité, maître. Et il répare les femmes dans des zones à conflit. C'est quand même une démarche pour recouvrer la paix. C'est rigolo, hein. Voilà ce que je voudrais dire. Docteur Mukwege, c'est un médecin, un bon médecin. Et il est prix Nobel de la paix. Lorsque vous lisez les conditions pour être éligible comme prix Nobel de la paix, il ne correspond à rien. Il a fait un travail ordinaire, normal, que ferait un médecin ordinaire. Et là, c'est en zone de guerre. Mais la question ne se pose pas. Est-ce que vous savez que pendant que nous faisons... Alors, s'il devait en être ainsi, on attribuerait des coups des prix Nobel à tous les médecins de guerre. Non, pas que de médecins, tous ceux de la Croix-Rouge. Parce que pendant les temps de guerre, ils font des travaux exceptionnels. J'ai dit que Dr Mukwege, c'est un homme qui a fait un travail normal d'un médecin, et c'est un bon médecin. Ça, il faut lui jeter des fleurs. Et pourquoi on lui donnera un prix Nobel de la paix? Voilà pourquoi je voudrais dire ici que c'est une escroquerie, une arnaque de la communauté internationale. On a voulu lui accorder du crédit international
on lui fait prix Nobel de la paix. En principe, le docteur Mukwege devait être prix Nobel de la science ou prix Nobel de la médecine. Ça n'aurait pas marché. Pourquoi? Parce que docteur Mukwege n'a rien apporté d'innovant. Il a fait ce que tout médecin normal ferait. Et il a fait son travail. Il a fait son travail normalement. On lui a amené des patientes et On lui a amené des il a fait son patients et travail. il a fait. Ça ne tirait pas là où il était. Ça tire de l'autre côté. Il y a des victimes. On le prend à un endroit où il n'y a pas de coup de balle. Il soigne. Il n'y a pas d'innovation scientifique. Il n'y a pas de contribution à la paix non plus. Si on avait fait de lui prix Nobel de la science, il aurait été contesté par les scientifiques du renom international. Voilà un Congolais qui mériterait d'être plébiscité, nommé prix Nobel de la paix. C'est le docteur Muyembe. Pourquoi docteur Muyembe? Parce qu'il a créé un vaccin contre Ebola. Pourquoi docteur Muyembe? Il a isolé les souches pour éventuellement permettre à la médecine, à la science d'évoluer. D'ailleurs, il a été décoré par le Japon sur cette question-là. Il a magnifiquement géré la situation de Covid. Voilà quelqu'un qui pouvait, pour avoir innové en matière de sciences, obtenir le prix Nobel. On me fait signe que nos 40 minutes s'épuisent déjà, c'est surprenant. Non, mais qu'on nous accorde encore quelques minutes, puisque nous avons beaucoup à dire que nous n'avons encore rien. Effectivement, je voudrais qu'on parle de l'audit. La CENI a invité l'Organisation internationale de la francophonie pour un audit du fichier électoral. Et cette organisation-là s'est déclarée, comment dire, n'est pas pouvoir venir au temps demandé par la CENI. Et ça a créé de réactions à l'interne, généralement à l'opposition. Et l'Église catholique, d'ailleurs, craint que le processus ne soit crédible en raison du fait qu'il n'est pas soumis à un contrôle extérieur. Comment vous, à la majorité, au pouvoir, vous prenez cette situation-là? Alors, déjà, il faut partir du principe que nous sommes un État souverain. Nous sommes une république souveraine. Pas du tout. Si vous vous suivez dans votre question, vous allez vous rendre compte l'accompagnement ou que soit supervisé par la communauté internationale sont deux choses différentes. D'abord, l'audit venait de la CENI elle-même. Pas du tout. La demande. Pas du tout. Ah bon? Pas du tout. La démarche, l'imposition est venue de l'OIF. C'est l'OIF qui s'est invité. Exactement. Prenons l'Église catholique qui vous dit qu'il faut l'audit international. Pourquoi? Parce que l'OIF n'est pas là. Donc l'Église catholique serait dans la logique de l'OIF. Et donc si l'Église catholique est dans la logique de l'OIF, c'est qu'il voudrait tout simplement dire que la France, au nom de la francophonie, qui arme le Rwanda, qui donne de l'argent aux militaires rwandais pour que l'on continue. Armé, vous n'avez pas de preuves. J'en ai de preuves. Ok. Ok. Lorsque nos armes ont été saisies, la cargaison d'armes ont été saisies en République démocratique du Congo par la France au nom du Conseil de sécurité lorsque nous n'étions pas encore, on n'avait pas encore levé la certification préalable, ainsi de suite, tout ça. Ok. Ils ont pris ces armes-là, ils les ont examinées. Les directeurs des services de renseignement français est allé direct au Rwanda. En allant au Rwanda, on leur a doté des anti-drones. Et pourtant, ce que nous on avait acheté, c'était des drones. Des drones. J'ai dit, le Rwanda est armé par la France. Évolue. Voilà. Ça, c'est d'abord un fait. Deuxièmement, sous la supervision bienveillante de la France, on a doté au Rwanda 20 millions d'euros. OK? Par l'Union européenne. C'est-à-dire que aujourd'hui, lorsque nous nous retrouvons avec l'OIF, dont la représentante de l'OIF est, comment dire, rwandaise. Et d'ailleurs, quand on est dans des pays, des hommes normaux, lorsqu'on est dans les affaires étrangères, on est de facto
ou préalablement un agent de renseignement. Alors nous allons confier l'audit de la CENI à une représentation qui a été d'ailleurs, Mushikiwabo a été reconduit à la tête de la CENI, plutôt de l'OIF, sans notre consentement. Nous n'avons jamais été d'accord avec eux. Vous vous rappelez que le Premier ministre a refusé de prendre même une photo des familles avec eux. Oui, mais après, il en a pris d'autres. Non. Non, il n'en a jamais pris. Allez-y. Il a refusé de prendre cette photo de famille avec eux. Pourquoi? Parce qu'il a dit, lorsqu'ils disent eux que c'était à l'unanimité, ça n'a jamais été le cas. Donc, la France nous a imposé le Rwanda à la tête de la francophonie. Nous, un État souverain. Pardon? Nous, un État souverain. Tout à fait. Au nom de l'OIF. On nous l'a imposé comme ça. Et nous avons dit, en tant qu'État souverain, nous ne l'avons pas voté. Vous voyez ça? Et encore mieux pour dire, nous allons laisser maintenant ces personnes-là qui veulent à ce que l'instabilité à l'est de la République continue, ok? Pour qu'ils puissent quoi? Faire que les élections se passent bien. Entre-temps, eux-mêmes, ils sont en train de préparer leurs pions pour que ceux-là viennent à la tête du pays, entre autres Moïse Katumbi, et que par de suite... Moïse Katumbi, c'est le candidat de l'OIF? Prenons par exemple, je vous prends un titre illustratif. On réfléchit. Vous avez le comptoir de l'or et de coltan de Moïse Katumbi au Rwanda. Ok? Vous pensez qu'en ce moment-là, Moïse Katumbi peut accepter que la stabilité à l'est de la République revienne? Pas du tout. On va mettre en mal ses affaires. C'est des accusations graves, maître. C'est des accusations graves. Demandez si vous avez l'occasion. Vous êtes là en train de faire les liens entre la question sécuritaire et M. Moïse Katumbi. Demandez à Moïse Katumbi de condamner d'abord le Rwanda, il ne le fera pas parce qu'il... Assemblée l'a fait. Pardon? Assemblée l'a fait. On parle de Moïse Katumbi. Demandez à Moïse... Qu'est-ce que ça changera que lui, personnellement, on parle? Et aussi, l'ensemble ne l'a jamais fait. Ce sont les individus au sein de l'ensemble qui les font. Mais aujourd'hui, nous risquerons de nous écarter de ce qui est essentiel. Vous refusez l'OIF aujourd'hui pour le contrôle. Mais pourquoi on ne devrait pas le refuser? C'est nos frères. C'est vous qui le disiez que nous sommes frères. Avec qui? Kagame, c'était un frère. Vous êtes des Bandundu. Moi, je suis du Kasaï. En quoi sommes-nous frères? Si ce n'est que la réalité du Congo ici que nous partageons en commun qui font de nous Congo. Nous formons une nation. Tout à fait. Nous formons un continent avec Kagame. Nombreux arguments qui présentent c'est quoi? C'est que Kagame c'est un génocidaire. Kagame a tué. Kagame a fait ceci au Congo. Est-ce pourtant que vous cessez d'être un frère avec celui qui vous a tué hier? Mais continuez de l'être. Je vous prends un cas pratique par exemple. Moi je suis du Kasaï. Je suis de Luluwa. Ma famille a été tuée. Ma famille a été meurtrie. Les membres de ma famille, de ma tribu, ont été tués. On nous a traités des biloulous, c'est-à-dire des cancrela, des personnes non intéressantes et tout ce que vous voulez, ainsi de suite, tout ça. Ok? Au Katanga, il y a eu un génocide en République démocratique du Congo, dont tous mes frères, j'en ai souffert dans ma chair. Est-ce pourtant j'ai cessé d'être frère au Katangais? Je le suis. La chose la plus importante, la raison pour laquelle j'ai dit, les politiques sont dans une démagogie indescriptible. Ce que nous devrions réclamer, c'est que Kagame réponde de ses actes. Il faut un mouvement d'ensemble. Il faut que tous les Congolais ensemble réclament que la justice soit faite pour que Kagame réponde de ses actes. Parce que moi, je vous ai donné une illustration. J'ai des frères qui sont mariés au Katangais. Katangais, j'allais dire, avec qui ils ont fait des enfants. Ok? Mais est-ce pourtant parce que nous avons été génocidés hier que nous avons cessé d'être frères? Nous sommes frères, nous continuons à l'être. Nous sommes frères congolais. Allez chercher cet exemple du Katanga en comparaison avec l'agression barbare et lâche de Rwanda. Moi, ça me fait peur. Comment ça? N'est-ce pas là un argument pour donner du crédit à ce qu'ils disent aujourd'hui que le pouvoir joue les jeux du séparatisme? Pas du tout. Parce que vous relevez un conflit. Pas du tout. Vous mettez, sur le même plan le conflit Katangais et Kasaïen et l'agression du Rwanda. Moi, ce n'est pas ce que j'ai fait. Ce n'est pas ce que j'ai fait. J'ai mis sur le même plan des cas de génocide. Les génocides de Kasaïens dans les Katanga et les génocides de Congolais sur le sol de la République démocratique du Congo par le Rwandais. Je prends deux cas de génocide et j'évoque ce que les uns et les autres
Parce qu'on nous dit, ils sont génocidaires. J'ai dit, ils sont génocidaires, je suis d'accord avec vous. Mais ce n'est pas le fait de les dire qu'on règle la chose. Mais je pense que Moïse Katumbi et les autres, tous ensemble, nous devions dire de manière unanime, parce que nous le faisons déjà. Le président Tshisekedi ne cesse de clamer à ce qu'il y ait justice internationale, qu'il y ait un tribunal spécial pour cette question-là. Alors nous devrions avoir... Qui est le combat du docteur Mukwege aussi. Pardon? C'est aussi le combat du docteur Mukwege, évidemment. Mukwege les demande aussi, oui. C'est légitime. Oui. Mais il n'est pas, sa crédibilité n'est pas suffisamment assez crédible pour qu'il soit entendu. Sinon, on l'aurait déjà fait. Vous allez vous rendre compte qu'on a fait de lui prix Nobel de la paix pour d'autres raisons. Vous comprenez? Parce que s'il était aussi crédible qu'on voudrait nous les faire croire, je pense que le docteur Mukwege nous aurait obtenu ces jugements internationaux. Allez-y comprendre que c'est pour une autre chose. Alors, donc, j'étais en train de dire que c'est une situation telle qu'elle, similaire. Génocide, génocide. OK? Nous continuons d'être frères avec nos frères du Katanga. Nous marions nos sœurs. Les leurs viennent chez nous. Vous voyez ça? C'est-à-dire qu'il faut que la justice soit faite, au lieu de penser, considérer les choses telles quelles. Je pense que c'est un faux débat. D'ailleurs, ceux qui le disent n'ont pas d'offre politique à faire. Suivez Olivier Kamitag, vous allez vous rendre compte qu'il est porte-parole du vide. Il parle, il a une belle diction, mais le contenu de ce qu'il dit n'existe pas. Ça, vous l'avez dit au nom de droit de réponse. J'espère que, parce que vous avez quand même cité beaucoup de gens ensemble. Je pense qu'ils vont revenir, reprendre également. Voilà ce que vous allez faire. Oui. Vous allez faire ceci. Vous allez, je vous propose, hein, vous allez organiser ce droit de réponse et leur demander d'un débat contradictoire. C'est encore mieux. Je vais le faire. Je vais le faire. On va trouver quelqu'un d'ensemble. Dernière question en très peu de temps. C'est la question sécuritaire. Hier, il y a eu des assises sécuritaires au niveau de la SADC et une décision a été prise. L'option est celle d'envoyer des hommes pour la situation sécuritaire, accompagner la RDC pour recouvrer la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Il faut combien d'armées extérieures, finalement, pour que nous ayons la paix dans ces pays? Parce que vous me posez beaucoup de questions, je me rends compte que certaines phrases sont restées inachevées. Je prends 30 secondes pour achever une phrase par rapport à l'audit. Je disais que nous sommes un État souverain et nous devrions principalement faire les choses telles quelles. Et je crois que le ministre, plutôt le président de la CENI a répondu à cette question-là. Il a dit il faut faire un appel d'offres, que les structures internationaux qui sont outillés en cette matière d'audit, qu'ils viennent faire cet audit-là. Je pense que sur cette question-là, c'est une question réglée. Mais on ne doit pas faire en sorte que... Il dit qu'ils sont suffisamment larges pour permettre à ce que les uns et les autres viennent. On ne va pas non plus jouer le jeu de l'Occident, parce que vous, République démocratique du Congo, combien de fois avez-vous été témoin aux élections américaines? Aucune fois. Il y a eu des tricheries. Combien de fois avez-vous été témoin des élections ou allé auditer? C'est surprenant que vous en ayez conscience maintenant. Quand le FCC ou l'ancien régime disait exactement cela, vous criez à la préparation de la fraude. C'est quand même... c'est extraordinaire que quand c'est votre tour, ces arguments-là deviennent légitimes. Vous savez... malheureusement, on arrive à la fin, maître. Vous savez, il y a une chose. Nous devrions nous poser la question de savoir pourquoi je ne serais pas conscient maintenant et si je ne l'ai pas été hier. Pourquoi je ne le serais pas? Ce sont des questions que nous ne nous posons pas. Si hier j'ai condamné quelque chose parce que ceux qui le faisaient ou le comportement de ceux qui le faisaient. Écoutez, d'abord, on nous accuse de tout et de rien. On nous a accusé de vouloir... maître, on est à la fin. Je sais qu'on est en train de faire pression, tout ça. Évidemment. On nous dit que nous étions en train de préparer les glissements. Nous avons donné un calendrier qui respecte les délais constitutionnels. On nous dit maintenant que nous sommes en train de préparer des fraudes. Il faut le prouver. On est dans un procès d'intention. Ils disent qu'ils ne sont pas représentés au bureau. La Cour constitutionnelle est faite... Vous ne voulez pas que je réponde et pourtant vous faites pression sur le temps. Voilà, j'en viens maintenant à la question de la SADC. Combien principalement, il faut l'armée de la République démocratique du Congo. Et deuxièmement, ce sont les armées qui veulent réellement nous accompagner. L'EAC a démontré ses limites. Quand j'ai dit l'EAC a démontré ses limites, ce n'est pas tout le monde au sein de l'EAC. Pourquoi nous sommes allés vers l'EAC? Parce que principalement, l'EAC a des problèmes de sécurité qui nous concernent tous. Puisque la question de la sécurité à l'est de la République est transversale. La preuve en est que le Burundi a compris, en prend conscience et est en train de faire de manière à ce que nous puissions retrouver la paix. Mais le Rwanda ne le ferait pas
Pourquoi? Parce que c'est le Rwanda qui crée l'instabilité à l'Est. Le Burundi donne l'impression de ne pas être, où il est entré dans une situation d'ambiguïté. L'Ouganda, vous voulez dire? L'Ouganda. Oui. Il est dans une situation d'hybridité. Oui. En fait, il donne l'impression d'être ou de ne pas être. Vous voyez ça? Et les Kenyans se révèlent aussi être ennemis de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi nous, dans cette démarche-là, nous savons maintenant à qui nous avons affaire. Hier, on pouvait dire, nous ne pouvons pas faire confiance au Rwanda, mais on n'avait pas d'éléments de preuve à brandir, ou nous n'avions pas de volonté pour démontrer à suffisance que le Rwanda. Nous ne faisions que le soupçonner. De la même manière que nous soupçonnions le Burundi, et plutôt l'Ouganda. Okay? C'est de la même manière que nous soupçonnions aussi Donc il fallut un temps faire en sorte que ces gens-là viennent échouer chez nous pour en avoir les preuves, c'est ce que vous voulez dire? Non, il y fallait un temps pour désigner, identifier réellement qui sont nos contre ennemis. La République démocratique du Congo et qui sont les ennemis de la République. Mais qu'est-ce que vous en savez des membres de la SADC? Qu'est-ce que vous en savez? Est-ce que vous êtes certifié aujourd'hui que la SADC est à 100% avec la République démocratique du Congo? Et que dans quelques mois qui viennent, on ne reviendra pas ici pour dire la même chose? Voilà ce que monsieur voit et que vous ne voyez pas. Allez-y. Le Rwanda a les États-Unis d'Amérique derrière eux. Le Kenya même et l'Ouganda. Ce sont à la base des richesses à l'est de la République. Ce sont les multinationales avec qui on a signé des accords. Ils ont signé des accords, ainsi de suite. OK? L'Occident. Lorsque le secrétaire général des Nations Unies apparaît, il vous dit comment est-ce que ça va se passer. Il évoque les cantonnements, il évoque... Mais aucune pression n'est exercée sur le Rwanda pour éventuellement les décourager dans ce qu'il fait. OK? Mais lorsque nous allons vers la SADC, les non-alignés, c'est-à-dire que vous avez la Russie, vous avez l'Afrique du Sud, vous avez la Chine, vous avez l'Inde et le Brésil. Donc là, c'est avec la SADC. D'ailleurs, la preuve en est que les deux pays qui ont accepté, c'est l'Angola, qui nous a toujours accompagnés, et aussi l'Afrique du Sud, qui ont accepté le déploiement des troupes sur le sol de la République démocratique. Mais l'Angola parle de réinsertion. Non, l'Angola a une double mission. Oui. Excusez-moi, l'Angola a une double mission. Par la maître. L'Angola a une double mission. C'est-à-dire que dans le cadre de la CIRGL, est là en tant que témoin pour éventuellement, comment dire, faciliter, même pas la réinsertion, c'est pour, en fait, surveiller, sécuriser lors du cantonnement le M23. Et après, réinsérer. Non, le président angolais l'a dit. On doit les réinsérer dans quoi? Dans la vie sociale. Dans la vie sociale, mais pas dans la... Oui, mais la vie sociale est faite aussi de l'armée, de la politique. Pas du tout. Il faut lire le texte. Oui. Le texte dit réinsertion dans la vie sociale. La vie sociale n'est pas une réinsertion dans la vie militaire. C'est des militaires. Non, pas du tout. C'est des militaires. Ils ont fait la guerre. Non, je vous informe. Oui. Que ce n'est pas au sein de l'armée. Et ici, la question de mixage et brassage, c'est une question à oublier carrément. Alors, voilà ce qu'il y a. Le président de la République a donné une ultimatum de 3 mois à la EAC. Ah, ils doivent partir. Ils doivent partir. Hormis le Burundi qui nous accompagne. Pourquoi? Parce que le Burundi a compris. Il sait que le danger, c'est le Rwanda. Le Rwanda a toujours voulu aussi s'étendre au Burundi. Voilà pourquoi nous pensons qu'ensemble, nous arriverons. Est-ce que nous sommes sûrs de la SADC? Nous croyons qu'ils vont nous accompagner honnêtement. C'est ça la réponse que je peux vous donner. Merci maître, nous sommes arrivés à la fin. C'en est fini pour cette émission, 40 minutes visiblement. Ce n'est plus suffisant pour traiter l'actualité qui est abondante en ce moment en République démocratique du Congo. Nous ferons l'effort avec probablement notre invité d'achever ce que nous avons commencé. Entre-temps, que la paix soit dans nos familles, que la paix soit dans nos cœurs et que la République démocratique du Congo retrouve également cette paix-là parce que la guerre n'a que trop duré. Je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir. N'oubliez pas, ne regardez jamais l'émission Cell, partagez toujours le lien et restez fidèle au programme de Siloé Télévision. À très prochainement.